Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été marquée par 3 événements. D'abord, la décision de la Banque centrale américaine sur sa politique monétaire. Deuxième élément, les chiffres du PIB américain. Et troisième gros événement de la semaine, les résultats des entreprises américaines sur lesquels nous allons revenir. On va d'abord commencer par la décision de la Banque centrale américaine qui a donc relevé ses taux une nouvelle fois de 0,75% ou 75 points de base. C'est une décision qui était attendue par le marché, donc la Fed n'a pas été plus agressive. On a également noté, et surtout noté, la petite inflexion, ou en tout cas un langage un peu plus souple dans la bouche de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui, contrairement à la réunion précédente, a soulevé cette fois-ci qu'à un moment donné, le rythme de relèvement de taux devrait ralentir. C'est une phrase qui n'avait pas été prononcée jusqu'à présent, qui a été prononcée parce que depuis déjà quelques temps maintenant, nous observons un ralentissement des données économiques aux États-Unis qui ont été confirmées par une contraction de l'activité économique au deuxième trimestre. Les chiffres du PIB ont été publiés. Et donc, Jérôme Powell a semblé se saisir de ce ralentissement pour assouplir un petit peu sa rhétorique qui, jusqu'à présent et depuis plusieurs mois d'affilée, avait été extrêmement agressive. Alors, non pas qu'ils disent que les hausses de taux s'arrêteront du jour au lendemain. Ça, évidemment, ce n'est pas le cas. La Fed va encore devoir relever ses taux. Mais Jérôme Powell a laissé une porte assez ouverte pour septembre, indiquant que, alors, d'un côté, qu'une nouvelle hausse de taux importante pouvait intervenir lors de la prochaine réunion en septembre, mais que ça dépendrait des données économiques. Et comme ces données économiques ont montré plutôt une forme de ralentissement ces dernières semaines et même ces derniers mois, eh bien, pour le marché, c'était perçu comme un signal un petit peu moins agressif, avec potentiellement des hausses de taux moins fortes à venir. Mais il est très clair que la Fed reste, et c'est ce que Jérôme Powell a rappelé, la Fed reste data dépendante. Elle va dépendre des données économiques. Et pour que ces données économiques aillent dans le sens d'une Fed qui irait moins loin sur les hausses de taux et moins longtemps, il faudrait clairement qu'on commence à voir dans les prochaines publications d'indices de prix, eh bien, une inflexion sur les prix qui arriverait par l'énergie, qui arriverait par d'autres pans de l'économie, pour que la Fed puisse commencer à infléchir un petit peu le ton. Alors aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, donc vendredi, là, en milieu d'après-midi, on a eu des chiffres d'inflation pour juin qui nous sont parvenus, ce qu'on appelle l'inflation PCE, donc des mesures très surveillées par la Fed. C'est pas l'inflation CPI, c'est l'inflation PCE. Et la mauvaise surprise, c'est que l'inflation core PCE, donc hors alimentation, hors énergie, pour le mois de juin, eh bien, est repartie un petit peu à la hausse, alors que les 3 mois précédents, cette inflation core était plutôt en train de ralentir. Et autre mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation PCE plus globale, celle-ci marque un nouveau record depuis 1982, à 6,8%. Donc on est là sur les dernières statistiques d'inflation, alors qui sont une inflation déjà de prix passés au cours des dernières semaines, mais bien malheureusement, ça ne s'inscrit pas pour l'instant dans les propos de Jérôme Powell. En tout cas, ça ne va pas dans le sens d'une Fed qui, pour l'instant, peut baisser la garde et être moins agressive dans sa façon de communiquer. Jérôme Powell qui a rappelé également qu'un soft landing, donc l'atterrissage en douceur de l'économie américaine, que ce chemin s'était un petit peu rétréci ces derniers temps. Et effectivement, on comprend pourquoi, parce que d'un côté, ralentissement économique, de l'autre côté, des indices de prix qui, même s'ils sont probablement en train de commencer à plafonner un petit peu, eh bien, sont quand même toujours très élevés d'un point de vue historique et ne montrent pas de momentum de ralentissement plus marqué que ça. Donc, c'est même plutôt l'inverse. On vient de le décrire à l'instant avec les indices PCE notamment. Donc, c'est vrai que pour que la Fed, par ses hausses de taux, ne fasse pas dérailler complètement l'économie, eh bien, c'est vrai que le chemin, la ligne de crête est de plus en plus étroite. Jérôme Powell qui a rappelé quand même, alors ça, c'était perçu plutôt positivement par le marché, qui a rappelé qu'il y avait un effet décalé dans la visibilité des effets des hausses de taux. En gros, il avait souligné que la Fed avait agi là ces derniers temps de manière assez agressive, avec des hausses de taux importantes, de manière rapide, et que donc les effets de ces hausses déjà passées allaient encore produire des effets, c'est le cas de le dire, que ces hausses allaient encore produire des effets dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc d'un côté, ça veut dire on n'est pas obligé d'aller trop agressivement dans la hausse de taux non plus, parce que celles qu'on a déjà mis en place vont continuer finalement à produire leurs effets sur l'inflation. Mais de l'autre côté, ça peut aussi sous-entendre que d'un point de vue macroéconomique, vu que c'est ça dont on va parler dans quelques instants, eh bien, ça signifie aussi que ça va produire des effets qui peuvent être des vents contraires encore quelque temps pour l'économie américaine. Et c'est vrai que ce qu'on a vu là, ça c'est la deuxième partie donc, de cette semaine avec la partie PIB, en tout cas le deuxième gros événement de la semaine, le PIB américain. Il y avait un gros suspense pour savoir si ce PIB allait être contracté à l'image du
premier trimestre. On rappelle qu'au premier trimestre, c'était moins 1,6% de croissance. Et donc, on se demandait si 2 trimestres consécutifs, le PIB américain allait se replier. Eh bien, c'est le cas. Moins 0,9% pour cette première estimation. Donc, il y aura des révisions derrière qui vont suivre évidemment. Mais en tout cas, la première estimation est quand même très négative. Moins 0,9%, c'est quand même un repli assez prononcé qui fait suite à moins 1,6%. Et donc, on rentre dans la case de la définition d'une récession technique. On est sur une récession technique. Alors c'est vrai qu'il y a débat actuellement parce que soit au niveau du Trésor, au niveau de la Fed, beaucoup estiment que l'économie américaine, d'un point de vue économique, n'est pas rentrée en récession parce que de nombreux secteurs n'ont pas ralenti suffisamment fortement pour qu'on puisse inscrire ça dans une récession et dans une définition économique d'une récession. Donc on est dans une récession technique, mais on n'est pas encore dans une récession d'un point de vue académique, économique, j'ai envie de dire. Pour autant, il y a une petite phrase intéressante cet après-midi, donc un vendredi, d'un membre de la Fed qui s'appelle Bostic, qui dit qu'effectivement on est à distance pour l'instant d'une récession, donc même la Fed effectivement considère qu'on n'y est pas malgré ses publications du PIB qui sont négatives, mais il estime quand même qu'il a des craintes sur le fait que ça puisse devenir un événement autoréalisateur, c'est-à-dire que de façon à force de répéter qu'effectivement l'économie américaine, alors, si on hésite sur le terme récession ou pas, à force de prononcer le mot récession, eh bien, il craint en fait tout simplement que ça devienne un phénomène qui s'autoréalise et que les États-Unis entrent réellement en récession. Alors, est-ce que c'est une façon de dire que lui craint peut-être juste par le biais de hausse de taux que l'économie entre en récession? C'est aussi une manière de rejeter un petit peu je ne vais pas dire la responsabilité, mais d'amoindrir peut-être le rôle de la Fed dans son ralentissement économique en expliquant que finalement, à force de parler de récession, ça va devenir autoréalisateur. Toujours est-il que les hausses de taux provoquent évidemment des durcissements de conditions financières, que le bilan de la Fed, Jérôme Powell l'a rappelé, va commencer à diminuer de manière bien plus dynamique à partir de septembre. Et donc, ça, effectivement, toutes ces actions ont forcément un effet sur l'économie. La liquidité va être un tout petit peu plus rare. Les conditions financières, les taux sont beaucoup redressés et on voit l'impact que cela a sur le marché immobilier qui freine assez sèchement ces 2-3 derniers mois. On voit que les consommateurs, la confiance est toujours pas là. On voit également qu'au niveau des services, par exemple, les indicateurs qu'on a eu ces derniers temps sur les services, type PMI Service, par exemple, eh bien, ces indicateurs qui étaient plutôt en retrait, voire même en retrait marqué pour la partie PMI Service, avec une contraction de l'activité soulignée dans le dernier rapport PMI, dans la dernière publication du PMI. Et donc, on peut se poser des questions parce que quand on regarde donc ce PIB américain au deuxième trimestre, qu'est-ce qui a soutenu et qu'est-ce qui a impacté le PIB? Les seuls éléments qui s'inscrivent en progression d'un trimestre à l'autre, c'est la partie service, donc consommation de services, et la partie exportation. Ça, c'était en croissance entre le premier et le deuxième trimestre, au deuxième trimestre, pardon. Par contre, ce qui s'est dégradé au deuxième trimestre, qui donc était négatif, eh bien, c'est l'effet stock. Les entreprises ont beaucoup stocké, donc il faut maintenant qu'elles éliminent ces stocks. Donc il y a cet effet stock négatif qui a joué négativement au deuxième trimestre. Il y a la consommation des biens également qui a ralenti et qui impacte négativement le PIB. Et puis aussi, un peu plus inquiétant, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, mais l'investissement, notamment l'investissement privé qui a ralenti également. Et puis les dépenses du gouvernement également. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont en repli. Et puis je vous dis à l'instant, sur les services, il va falloir surveiller ça de très près et on le verra d'ailleurs la semaine prochaine via l'indicateur ISM Services aux États-Unis. Il faut voir comment ces services tiennent. Parce que si c'est eux qui pour l'instant tiennent en quelque sorte entre guillemets la baraque dans une phase où l'économie ralentit sous les effets cumulés d'une politique monétaire qui se durcit, puis aussi de vents contraires mondiaux. La géopolitique n'aide pas non plus sur la partie tout ce qui est Ukraine évidemment. La Chine toujours en délicatesse avec son marché immobilier. Voilà, il faudrait voir donc dans les semaines qui viennent tout simplement les prochaines statistiques. Et dès la semaine prochaine, donc il y en a une qui va être très importante, c'est l'ISM Service, donc un indice d'activité sur la partie service, voir justement si ces inquiétudes sur les services doivent être prolongé ou pas. Si l'ISM Service descend assez fortement, il est possible qu'effectivement la macro rappelle au marché que attention, tout n'est pas acté en termes de récession seulement technique et qu'il y a peut-être un risque que les États-Unis entrent en récession plus réelle et pas seulement technique. Donc on est dans un schéma qui est quand même encore assez hésitant. Les indices actions ont quand même pas mal rebondi ces derniers jours parce que ce pivot de la Fed, en tout cas ce pivot en termes de rhétorique, moi j'appelle pas ça un pivot, mais ce ton plus souple de la Fed et de Jérôme Powell notamment, sur l'éventualité à un moment donné de remonter les taux moins fortement, ça a plu au marché, le dollar c'est un petit peu détendu, les taux américains sont beaucoup détendus également, le 10 ans américain est retombé sur un plus bas de plus de 2 mois, presque 3 mois suite à cette réunion, et le marché action a bien aimé, mais je pense que désormais de plus en plus ce qui fera bouger le marché, ça va être la macroéconomie, parce que on sait bien que pour l'instant, même si la Fed a assoupli son ton, il y aura encore des hausses de taux très probablement à venir, donc c'est pas la fin du cycle de redressement de taux de la Fed, et puis encore il y a l'ajustement du bilan qui va suivre derrière, et donc les facteurs de soutien dans une phase où effectivement
mais il faut encore faire tomber les prix qui pour l'instant restent dangereusement perchés, tout ce qui est inflation, eh bien, il n'y a que la macro qui va donner un repère sur la résilience de l'économie dans ce contexte de durcissement monétaire. Et donc si on voit que malheureusement l'économie américaine continue de montrer des signes de ralentissement et qu'on est déjà donc, au troisième trimestre, il a commencé donc début juillet ce troisième trimestre, et bien ça voudra dire que l'économie américaine elle va peut-être subir un coup de frein plus fort qu'attendu, provoqué donc, par différents éléments de conjoncture mondiale et de normalisation monétaire. Et donc voilà, je pense que d'un point de vue marché, il faudra désormais on surveille toujours la macro, mais je pense que son rôle va être plus important parce que justement, me semble-t-il, on n'est pas à proximité immédiate d'un vrai pivot de la Fed qui consisterait à dire on a suffisamment relevé les taux, on va s'arrêter maintenant, on va voir comment la situation évolue. Voilà, on est sur le front des prix, on rappelle que c'est un des mandats principaux de la Fed, il y a l'emploi et l'inflation, sur le mandat d'inflation, et ça Jérôme Powell l'a rappelé, la Fed a encore du chemin à parcourir là-dessus, il faut impérativement ramener l'inflation vers les 2%, a rappelé Jérôme Powell. Donc de ce côté-là, il y a peu de marge de manœuvre sur la politique monétaire pour soutenir l'économie dans la phase actuelle. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine. Et puis dernier élément, les résultats des entreprises, ils ont été meilleurs qu'attendus, en tout cas, enfin pas meilleurs qu'attendus, mais ils ont été pour les grosses entreprises qui publient cette semaine, notamment sur la partie américaine, les grosses entreprises de tech, les GAFAM, Apple, Microsoft, etc. On a eu des chiffres qui n'étaient pas décoiffants, qui étaient un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus des attentes, mais c'était beaucoup moins fringant que certaines saisons qu'on a connues avec des performances absolument stratosphériques en termes de progression des bénéfices et des chiffres d'affaires. Là, c'était moins le cas. Il y a même des ralentissements d'un trimestre à l'autre, mais par rapport au consensus, il n'y a pas trop d'écart généralement sur les publications. Donc, c'est une saison qui est assez neutre en termes de publications pour les GAFAM, en tout cas pour la partie tech. Donc, mais ce qui a plu au marché, ce sont les projections. C'est-à-dire que ce soit les projections de Microsoft qui parlent de croissance dans les mois à venir à 2 chiffres de ses ventes, ou encore celle de Amazon par exemple, qui a fait des guidances, une projection relativement optimiste. Et bien ça a plu au marché en revanche. C'est moins sur les résultats déjà actés du deuxième trimestre qui ont été publiés cette semaine que presque sur les projections finalement que les marchés ont surtout réagi. Donc là aussi, est-ce qu'il y a de raison de réagir comme ça ces marchés? Oui, si une entreprise vous dit on est confiant pour les mois à venir, il faut adhérer à ça en tant qu'investisseur, mais on va quand même du coup surveiller de très près la macro parce que les projections ne sont pas non plus des garanties. Et donc, les projections, c'est bien. Tant mieux, ça permet de détendre un petit peu le marché, mais il va falloir s'assurer d'un point de vue de la macroéconomie que les différents repères qui nous arrivent maintenant, en termes de confiance des consommateurs, d'indice d'activité, de chiffre de production, etc., que cela s'inscrive dans ce sentiment que certaines grosses entreprises américaines ont donné sur leurs projections. Voilà ce qu'on peut dire cette semaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend en quelques secondes? Lundi, journée de PMI pour la Chine, PMI manufacturier que nous surveillerons. Donc important ce moment où la Chine est toujours en délicatesse avec son secteur immobilier. Le pouvoir chinois appelle à stabiliser d'ailleurs ce marché. Donc le pouvoir, donc le parti communiste, le bureau politique du parti communiste appelle en gros les acteurs économiques à normaliser rapidement cette situation. Donc signe que ce n'est pas quelque chose de considéré comme réalisé pour l'instant. Donc attention à cette instabilité toujours présente sur l'immobilier. Et donc les indices d'activité en Chine donneront aussi une petite température de l'activité chinoise en ce moment sur la partie manufacturière. On aura ensuite les ventes au détail en Allemagne, toujours très importantes dans la phase actuelle où on a vu aujourd'hui le PIB allemand pour le deuxième trimestre qui était nul. Il y a peu de croissance au deuxième trimestre en Allemagne. Après un premier trimestre qui était déjà une croissance faible de 0,2%. Donc l'Allemagne qui contraste avec des pays plus au sud comme l'Espagne ou l'Italie et même le voisin direct comme la France par exemple, qui ont des croissances bien meilleures au deuxième trimestre. Donc grosse attention en ce moment évidemment liée à la géopolitique sur l'Allemagne, et donc on surveillera la semaine prochaine, lundi prochain, les ventes au détail, donc à l'appétit des consommateurs dans ce contexte-là. Et lundi, donc gros rendez-vous aux États-Unis l'après-midi, ISM manufacturier. Pourquoi on va s'y intéresser? Parce que justement dans les définitions de récession ou pas, eh bien il faut voir si l'activité de production tient également. Donc ça va être un élément important. ISM manufacturier lundi et ISM service mercredi. Ensuite, mardi, nous aurons la décision de la Banque d'Australie. Et puis aux États-Unis, on aura les JOLTS. C'est la mesure du nombre d'emplois vacants aux États-Unis. On voit que sur le marché de l'emploi, depuis déjà quelques semaines aux États-Unis, le pic d'emploi, le pic d'amélioration du marché de l'emploi a été atteint. Et ça, on le savait déjà parce que la Fed a clairement dit le marché de l'emploi est même trop tendu. Il n'y a pas assez de travailleurs finalement par rapport aux offres d'emploi disponibles. Et donc ça, c'était aussi un facteur inflationniste parce que ça liftait fortement les salaires à la hausse. Donc la Fed aimerait voir finalement un nombre d'emplois disponibles un peu moins important.
parce que ce serait aussi un signe annonciateur de ralentissement à venir sur la croissance des salaires, pour ne pas que cette boucle prix-salaire dégénère complètement et devienne hors de contrôle, ce qui rendrait évidemment les hausses de taux de la Fed beaucoup plus agressives derrière. Donc les jolts, il faudrait pour la Fed que ce chiffre jolt diminue un petit peu, et puis ça traduirait aussi peut-être, ça il faut se méfier par contre, ce serait bien pour la Fed, mais attention aussi, ça traduirait probablement un ralentissement économique. Et donc, on revient à cette thématique aussi. Du coup, à un moment donné, oui, la Fed veut ralentir l'économie pour limiter l'inflation. Il ne faut pas non plus que l'économie soit trop fortement heurtée. Donc, il y aura deux choses qu'on surveillera en parallèle dans ces chiffres-là. Mercredi, ISM Service, donc on en a parlé aux États-Unis, probablement une des plus grosses stats de la semaine prochaine, avec le rapport sur l'emploi américain. On aura également mercredi les commandes industrielles aux États-Unis, et puis une intervention de James Bullard, un des faucons de la Fed, voir s'il partage l'avis de Jérôme Powell. Est-ce que ce ton un peu plus souple de Jérôme Powell sera partagé par James Bullard également. Ça, ce sera intéressant. James Bullard est donc un faucon de la Fed, qui est vraiment un des plus agressifs en termes de positionnement monétaire habituellement, qui est celui d'ailleurs qui avait eu raison l'année prochaine. Dès l'automne, il disait il faut commencer à bouger les taux, il faut commencer à normaliser, on est en retard, etc. Donc voilà, son avis est très surveillé par le marché. Jeudi, nous aurons la décision de la Banque d'Angleterre et puis une intervention c'est une femme, donc une autre faucon de la Fed qui s'appelle Mester, donc on se verra jeudi. Et puis on terminera la semaine par le rapport sur l'emploi, le fameux rapport avec les NFP, donc les créations d'emplois non agricoles. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.